Nous savons mesurer, avec nos instruments modernes, l'angle exact du lever du soleil au solstice. Nous savons calculer, à la seconde près, la durée d'une année tropique. Nous savons modéliser le lent basculement de l'axe terrestre sur 26 millénaires. Ces connaissances, nous les avons acquises progressivement, au fil de siècles d'observation, de calculs, de corrections. Elles représentent l'aboutissement d'une longue chaîne de transmission scientifique. Et pourtant, il existe des cercles de pierre érigés il y a 5, 6, parfois 10 000 ans, dont les alignements correspondent à ces mêmes données, avec une marge d'erreur parfois inférieure à celle de nos premiers instruments optiques. Ce sont des faits mesurables, vérifiables, publiés dans des revues d'archéoastronomie. Et ils posent un problème que l'on préfère généralement ne pas formuler. Il existe, dans la plaine de Salisbury, un cercle de pierre dont l'axe principal pointe vers le lever du soleil au solstice d'été avec une marge d'erreur inférieure à 1 degré. Ce n'est pas une approximation, c'est une mesure. Et cette mesure a été réalisée il y a plus de 4000 ans, par des hommes dont on nous dit qu'ils ne possédaient ni écriture, ni mathématiques formalisées, ni instruments de visée. Stonehenge, pourtant, n'est pas un cas isolé. À Nabta Playa, dans le désert égyptien, un cercle de pierre, plus ancien encore, environ 7000 ans, présente des alignements qui correspondent non seulement aux points cardinaux, mais aussi au lever d'étoiles spécifiques à des dates précises du calendrier. La précision, là encore, se compte en minutes d'arc. Pour donner un ordre de grandeur, une minute d'arc représente environ 1/30 du diamètre apparent de la Lune. Ce niveau de finesse suppose autre chose qu'un coup d'œil vers le ciel. Ce qui devient difficile à expliquer, c'est la nature des cycles suivis. À Stonehenge, certains alignements ne concernent pas le Soleil, mais la Lune, et pas n'importe quel mouvement lunaire. Le cycle de régression des nœuds lunaires dure 18,6 années. Pour le mesurer, il faut observer, consigner, comparer des positions sur près de 2 décennies, puis recommencer pour vérifier. Et certains chercheurs ont identifié, dans la disposition des pierres, des marqueurs qui semblent correspondre à ce cycle avec une cohérence troublante. Mais il y a plus étrange encore. Plusieurs sites mégalithiques, Göbekli Tepe en Turquie, encore au Cambodge, certains temples égyptiens, présentent des orientations qui ne correspondent pas au ciel de leur époque de construction, mais à des positions stellaires décalées de plusieurs milliers d'années. Ce décalage porte un nom, la précession des équinoxes. C'est un cycle de près de 26 000 ans causé par l'oscillation lente de l'axe terrestre. Pour le connaître, il ne suffit pas d'observer le ciel pendant une vie. Il faut accumuler des données sur des siècles, peut-être des millénaires, et les transmettre avec suffisamment de rigueur pour qu'elles restent exploitables. Et c'est là que quelque chose commence à ne plus tenir. Parce qu'une telle précision ne peut pas émerger par accident. Elle suppose une méthode. La question n'est pas de savoir si ces alignements sont réels, ils le sont, et ils ont été mesurés par des archéoastronomes avec des instruments modernes. La question est de comprendre comment des sociétés sans système d'écriture connu ont pu atteindre ce degré de rigueur. Parce que la précision astronomique n'est pas un don, c'est un processus. Pour mesurer la position d'un astre à quelques minutes d'arc près, il faut un point de référence fixe, un horizon dégagé et surtout une méthode de visée reproductible. Les astronomes grecs, 2000 ans plus tard, utilisaient des instruments gradués, astrolabes, gnomons calibrés, cercles divisés. À Stonehenge ou à Nabta Playa, nous n'avons retrouvé aucun outil de ce type, ce qui ne signifie pas qu'il n'existait pas, mais ce qui signifie que nous n'avons, pour l'instant, aucune explication matérielle à cette précision. Et le problème ne s'arrête pas là. Pour identifier un cycle de 18,6 ans, il faut observer la Lune pendant au moins 2 cycles complets, soit près de 40 ans, en notant ses positions extrêmes avec suffisamment de constance pour en extraire un schéma.
40 ans d'observation continue, sans interruption, sans perte de données, sans dérive. Et pour percevoir la précession des équinoxes, il faut comparer des positions stellaires sur des périodes bien plus longues encore, plusieurs siècles au minimum, ce qui suppose non seulement des observations, mais une transmission rigoureuse de ces observations d'une génération à l'autre. Or, transmettre des données astronomiques sans écriture pose un problème que l'on sous-estime. Il ne suffit pas de raconter, il faut encoder l'information dans une forme stable, un monument, un rituel, une structure architecturale capable de traverser le temps sans se corrompre. Et il faut que chaque génération comprenne non seulement ce qu'elle reçoit, mais comment l'utiliser et comment le prolonger. Ce n'est pas une tradition orale ordinaire, c'est un système de savoir institutionnalisé. Ce qui revient à dire que ces sociétés, que l'on décrit généralement comme des groupes de chasseurs-cueilleurs ou d'agriculteurs primitifs, auraient mis en place une infrastructure intellectuelle d'une complexité comparable à celle des premières civilisations historiques, mais plusieurs millénaires plus tôt, et sans laisser de traces écrites. C'est possible, mais si c'est le cas, alors il faut admettre que notre compréhension de ces cultures est au mieux incomplète. Et ce qui rend cette hypothèse encore plus difficile à écarter, c'est qu'elle ne concerne pas un seul site, ni même une seule région. Si l'on s'en tenait à Stonehenge, on pourrait invoquer une exception, une culture locale particulièrement avancée, un accident de l'histoire, une lignée de prêtres astronomes dont le savoir se serait développé en isolement. Ce serait déjà difficile à expliquer, mais ce serait concevable. Le problème, c'est que Stonehenge n'est pas seul. À plus de 2000 km de là, dans le sud-est de la Turquie, Göbekli Tepe présente des caractéristiques qui posent les mêmes questions. Mais avec une difficulté supplémentaire, le site est plus ancien. Beaucoup plus ancien. Les datations actuelles situent sa construction aux alentours de 9500 avant notre ère, soit environ 6000 ans avant Stonehenge et 4000 ans avant les premières traces de ce que l'on considère habituellement comme des civilisations organisées. Et pourtant, les piliers sculptés de Göbekli Tepe montrent des alignements qui, selon certains chercheurs, correspondent à des positions stellaires précises, notamment vers la constellation du Cygne, dans une configuration qui ne peut s'observer qu'à certaines époques du cycle de précession. En Égypte, Nabta Playa, déjà mentionné, révèle des orientations vers des étoiles comme Sirius, Arcturus, Alpha Centauri, des alignements qui ne sont pas approximatifs, mais calibrés. Et les pierres ne sont pas disposées au hasard. Leur espacement, leur taille relative, leur position par rapport au cercle central suivent une logique que les archéoastronomes ont pu modéliser. Ce n'est pas un amas de menhirs, c'est un instrument. En Bretagne, les alignements de Carnac s'étendent sur plus de 4 km avec une régularité qui exclut l'improvisation. Certaines rangées de pierres pointent vers des levées de soleil ou de lune à des dates spécifiques. D'autres semblent correspondre à des cycles plus longs, dont l'interprétation reste débattue, mais dont la cohérence interne est difficilement contestable. Ce qui commence à poser problème, ce n'est pas tel ou tel site pris isolément, c'est la récurrence. Des cultures séparées par des milliers de kilomètres et, dans certains cas, par des milliers d'années, semblent avoir investi des ressources considérables dans la construction de structures orientées vers les mêmes phénomènes célestes, avec des niveaux de précision comparables. Et cela sans contact apparent, sans écriture partagée, sans trace d'échanges technologiques. On peut bien sûr invoquer la convergence, l'idée que des sociétés distinctes, confrontées au même cycle naturel, jour, saison, année, auraient développé indépendamment les mêmes préoccupations astronomiques. C'est une hypothèse raisonnable, mais elle explique l'intérêt pour le ciel, pas la précision des mesures. Elle explique pourquoi on observerait le solstice,
pas pourquoi on encoderait la précession des équinoxes dans la pierre. Et puis, il y a autre chose, une coïncidence d'un autre ordre. Ces sites, pour la plupart, n'ont pas simplement été construits, ils ont été abandonnés, parfois détruits, parfois enterrés, et souvent à des périodes étrangement proches les unes des autres. Ce qui frappe lorsque l'on examine la chronologie de ces sites, ce n'est pas seulement leur ancienneté, c'est leur trajectoire. Car la plupart d'entre eux n'ont pas été simplement abandonnés, comme on abandonne un village devenu trop petit ou une terre devenue stérile. Ils ont été fermés, parfois recouverts, parfois effacés du paysage, avec ce qui ressemble à une intention. Göbekli Tepe en est l'exemple le plus troublant. Vers 8000 avant notre ère, après plusieurs siècles d'utilisation, le site a été entièrement enseveli. Pas par une catastrophe naturelle, pas par l'érosion, par des mains humaines. Des tonnes de gravats et de terre ont été déplacées pour recouvrir les structures, les piliers sculptés, les enceintes circulaires. Un travail considérable, volontaire, méthodique, et dont la raison nous échappe totalement. Ce n'est pas un cas unique. Stonehenge, entre 3000 et 2000 avant notre ère, a été reconfiguré à plusieurs reprises. Des pierres ont été déplacées, d'autres ajoutées, certaines retirées. Comme si la fonction du site avait changé, ou comme si quelque chose avait rendu l'ancienne configuration obsolète. Et puis, vers la fin de cette période, l'activité cesse. Le site reste, mais il n'est plus entretenu, plus modifié, plus utilisé de la même manière. En Égypte, Nabta Playa est abandonné à peu près à la même époque, lorsque le climat de la région commence à se transformer. La période humide africaine touche à sa fin, le Sahara s'assèche et les populations migrent vers la vallée du Nil. Mais l'abandon du site coïncide aussi avec l'émergence des premières dynasties égyptiennes, comme si un savoir s'était déplacé ou transformé ou dilué dans autre chose. Et c'est là qu'un motif commence à se dessiner. Autour de 3000 avant notre ère, peut-être un peu avant, peut-être un peu après, une série de bouleversements traverse plusieurs régions du globe. Changements climatiques, migration, effondrement de certaines structures sociales. L'événement dit de 4,2 Kaora, documenté par les paléoclimatologues, marque une période d'aridification brutale qui affecte le Moyen-Orient, l'Égypte, la vallée de l'Indus. Et c'est précisément dans cette fenêtre que de nombreux sites mégalithiques cessent d'être utilisés, ou sont délibérément mis hors d'usage. Coïncidence climatique, donc, c'est l'explication la plus simple. Mais elle n'explique pas pourquoi certains sites ont été enterrés plutôt qu'abandonnés. Elle n'explique pas pourquoi le savoir astronomique qu'ils incarnaient semble s'être fragmenté, dispersé, presque évaporé dans les siècles qui suivent. À moins qu'il n'ait pas disparu. À moins qu'il ait simplement changé de forme. Ce qui reste, après l'abandon des sites, ce sont des récits, des mythes que l'on a longtemps considérés comme de simples fables, des histoires symboliques, sans ancrage dans le réel. Mais lorsqu'on les examine de plus près, certains détails commencent à poser question. Prenons un nombre, le nombre 72. Dans la mythologie égyptienne, Osiris est enfermé dans un coffre par Seth, aidé de 72 conspirateurs. Dans la tradition hindoue, le Rig Veda contient exactement 72 fois le nombre 108, lui-même lié à des proportions astronomiques. Dans la mythologie nordique, le Valhalla possède 540 portes, par chacune desquelles passent 800 guerriers, soit un total de 432 000, un multiple de 72. Ce nombre revient avec une insistance difficile à ignorer dans des cultures qui n'avaient, en principe, aucun contact entre elles. Or, 72 n'est pas un nombre anodin, c'est précisément
le nombre d'années nécessaires pour que l'axe de la Terre se décale d'1 degré dans le cycle de précession des équinoxes. Un cycle de 25 920 ans divisé par 360 degrés donne 72. Et les multiples de ce nombre, 360, 2160, 4320, 25 920, apparaissent eux aussi dispersés dans des textes sacrés, des calendriers rituels, des cosmogonies apparemment indépendantes. Ce pourrait être une coïncidence, mais la répétition, à un certain point, cesse d'être statistiquement confortable. Et puis, il y a les récits eux-mêmes. De nombreuses traditions parlent de figures, dieux, sages, êtres venus d'ailleurs, qui auraient apporté aux hommes les arts de la civilisation, l'agriculture, l'architecture et très souvent l'astronomie. Oannes chez les Sumériens, Viracocha chez les peuples andins, Thoth chez les Égyptiens, Quetzalcoatl en Mésoamérique. Ces figures enseignent, organisent, puis disparaissent, parfois en promettant de revenir. Ce qui frappe, ce n'est pas tant le contenu de ces récits que leur structure. Ils décrivent tous un transfert de savoir suivi d'un retrait, comme si quelque chose avait été donné, puis volontairement laissé en suspens. On peut lire ces mythes comme des métaphores, des projections symboliques de peuples cherchant à expliquer leur propre évolution. C'est l'interprétation classique et elle n'est pas absurde. Mais elle laisse de côté une question simple. Pourquoi encoder des données astronomiques précises dans des récits destinés à être transmis oralement pendant des siècles? Pourquoi intégrer des cycles réels dans des histoires de dieux et de héros? À moins que ce ne soit précisément le but. À moins que le mythe ne soit pas une déformation du savoir, mais son véhicule, une forme conçue pour traverser le temps sans être altérée en se faisant passer pour autre chose. Et si c'est le cas, alors l'abandon des sites ne serait pas une perte, ce serait une transformation, un passage d'un support à un autre. Mais cela soulève une autre question, plus inconfortable encore. Pourquoi rendre ce savoir méconnaissable? Pourquoi l'enfouir dans des récits que seuls certains pourraient décoder? À ce stade, 2 lectures sont possibles, et il serait malhonnête de ne pas les poser clairement. La première est la plus simple, la plus économique, la plus compatible avec ce que l'on enseigne. Elle dit ceci: les sociétés anciennes ont développé, au fil des millénaires, des connaissances astronomiques empiriques. Ces connaissances, transmises oralement, se sont progressivement perdues lorsque les conditions climatiques ont changé, lorsque les populations ont migré, lorsque les structures sociales qui portaient ce savoir se sont effondrées. Ce qui reste dans les mythes n'est qu'un écho déformé, une trace poétique de quelque chose qui n'a jamais été aussi rigoureux qu'on pourrait le croire. L'abandon des sites est le résultat de circonstances, sécheresse, guerre, famine, et non d'une décision. La convergence entre cultures éloignées s'explique par des préoccupations universelles face au cycle naturel. Il n'y a pas de mystère, il n'y a que des lacunes dans nos données. Cette lecture est cohérente. Elle ne viole aucun principe établi, elle a pour elle la parcimonie. Mais elle laisse certaines choses dans l'ombre. Elle n'explique pas pourquoi Göbekli Tepe a été enseveli avec autant de soin, alors qu'un simple abandon aurait suffi. Elle n'explique pas pourquoi des nombres aussi spécifiques que 72 ou 2160, directement liés à la précession, se retrouvent encodés dans des traditions séparées par des océans et des millénaires. Elle n'explique pas pourquoi le savoir astronomique, au lieu de se transmettre de manière explicite, comme d'autres techniques, semble avoir été délibérément obscurci, enfoui dans des récits symboliques que seule une lecture attentive permet de décoder. Et c'est là que la seconde lecture devient difficile à écarter. Elle ne dit pas qu'il y a eu complot. Elle ne dit pas qu'une autorité centrale a décidé d'effacer un savoir gênant. Elle dit simplement ceci: l'ensemble des indices, la précision des sites, leur répartition, leur abandon synchrone, la transformation du savoir en mythe, dessinent un schéma qui ressemble moins à une perte qu'à un retrait. Non pas un oubli,
mais une mise en sommeil. Non pas une destruction, mais une dissimulation. Cette lecture ne repose pas sur une preuve unique. Elle repose sur une accumulation de détails qui, pris isolément, peuvent tous être expliqués autrement, mais qui, ensemble, commencent à former une image cohérente. Une image dans laquelle le savoir astronomique ancien n'aurait pas été perdu par accident, mais retiré de la circulation. Peut-être parce qu'il contenait quelque chose qu'il valait mieux ne pas transmettre directement. Et c'est ici que la question change de nature, parce que si l'on accepte, ne serait-ce qu'à titre d'hypothèse, que ce savoir a été volontairement rendu inaccessible, alors il faut se demander ce qu'il contenait de si particulier. Ces observatoires, ces cycles, ces alignements millénaires, ils ne servaient pas seulement à marquer les saisons ou à organiser les récoltes. Ils suivaient des mouvements célestes d'une amplitude bien plus vaste. Des cycles qui se comptent en milliers d'années. Des cycles qui, par définition, ne concernent pas une génération, ni même 10, mais des civilisations entières. Ce qui conduit à une question que l'on a peut-être évitée jusqu'ici: que prédisait-il ? Il serait tentant de penser que ces observatoires servaient uniquement à contempler le ciel, à organiser des rituels, à marquer le passage des saisons pour des raisons agricoles ou religieuses. C'est l'interprétation la plus rassurante. Mais elle ne tient pas compte d'un détail essentiel. Les cycles qu'ils mesuraient n'ont aucune utilité pratique immédiate. On ne plante pas ces cultures en fonction de la précession des équinoxes. On ne prévoit pas les crues d'un fleuve en observant la régression des nœuds lunaires sur 18 ans. Ces cycles sont trop longs, trop lents, trop abstraits pour servir à quoi que ce soit de quotidien. Et pourtant, des générations entières ont consacré des ressources considérables à les suivre, à les encoder, à les transmettre. Ce qui suppose qu'ils avaient une raison de le faire, une raison suffisamment importante pour justifier cet effort sur des siècles. Or, certains de ces cycles ne sont pas sans rapport avec des événements que l'on retrouve dans les archives géologiques. La précession, par exemple, influence l'inclinaison de la Terre par rapport au Soleil et donc les variations climatiques à très long terme, ce que les scientifiques appellent les cycles de Milankovitch. D'autres chercheurs ont noté des corrélations troublantes entre certaines périodes du cycle lunaire nodal et des épisodes d'instabilité sismique ou volcanique accrue. Et puis, il y a les travaux, plus controversés mais pas absurdes, qui suggèrent que certains alignements célestes pourraient correspondre à des périodes de bombardements cométaires plus intenses, des fenêtres de vulnérabilité cosmique en quelque sorte. Ce ne sont pas des certitudes, ce sont des hypothèses, discutées, parfois contestées. Mais elles posent une question que l'on ne peut pas ignorer. Et si ces observatoires n'étaient pas des temples, mais des instruments de prévision? Et si le savoir qu'ils incarnaient n'était pas spirituel, mais prédictif? Si c'est le cas, alors l'effacement de ce savoir prend un autre sens. Un savoir qui permet de prévoir des catastrophes à l'échelle de civilisations entières n'est pas un savoir anodin. C'est un savoir qui confère un pouvoir ou qui impose une responsabilité. Et peut-être, dans certaines circonstances, un savoir qu'il vaut mieux ne pas laisser entre toutes les mains. Ce qui reste alors, c'est une question simple, mais dont la réponse n'appartient à personne.